Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Depuis la pandémie, la pratique du yoga en France a explosé et l'offre est aujourd'hui conséquente et diversifiée. Pourtant, les hommes se tournent encore guère vers cette discipline et on ne les retrouve que très peu fréquenter les salles et les stages dédiés. Adrien Mater s'évertue à populariser cette pratique avec son livre « Le yoga pour les hommes », mais également en créant des espaces de non-mixité pour, à l'instar des cercles de parole, permettre aux hommes de trouver de la confiance avant de se tourner vers des sphères mixtes. Dans cet épisode, on parle beaucoup du rapport au corps, au travers de l'expérience d'Adrien, et comment après 10 années à courir après la performance, et avec un corps cassé, il est allé se reconnecter à ce corps, le ressentir, pour guérir ses blessures physiques comme émotionnelles. En quoi le yoga amène à changer son rapport au corps et à soi, et comment il peut influencer notre relationnel. Ainsi montrer qu'il est plus qu'une simple pratique corporelle, et bien un art de vivre. Bonne écoute. Salut Adrien. Salut Loïc. Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Comment ça va? Avec quoi tu arrives? Je suis très content de pouvoir échanger avec toi sur le yoga, sur la masculinité. Ça me fait une petite pause parce que c'est un peu chargé sur d'autres domaines de mon activité là en ce moment. Donc c'est très bienvenu. Ça va me faire du bien aussi. Bon, bah écoute, si ça te fait du bien, ça me fait plaisir déjà. Et bah écoute, pour commencer, j'avais envie de savoir déjà comment tu as rencontré le yoga, comment s'est fait ta rencontre avec le yoga. Alors, c'est venu comme pas mal de choses dans ma vie qui sont liées au domaine du corps et du mouvement, un peu au hasard, si on peut dire. En fait, moi, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant longtemps. Et j'ai vu que dans une salle d'arts martiaux, il y avait un ancien camarade d'arts martiaux qui donnait un cours de yoga. Et moi, j'y suis allé et je pensais que le yoga, c'était des petits étirements, on chantait des trucs bizarres et tout ça. Et c'était pas très difficile, quoi. Mais j'étais curieux. J'ai toujours été assez curieux dans la découverte de disciplines, donc j'y suis allé. Et puis, c'était du yoga vinyasa avec Kamel Boukir, qui est un super prof de yoga, qui et en fait au bout d'un quart d'heure j'étais en nage, c'était le truc, j'avais jamais pratiqué de truc aussi intense que ça, en tout cas avec une intensité comme celle-là, disons, dans comment les étirements, l'enchaînement, ça pouvait générer autant d'efforts et de chaleur. Et donc à la fin de la séance, je lui dis mais c'est génial ton truc, comment est-ce qu'on peut se former à ça? Donc toujours, il y a eu un lien entre ma pratique du yoga et les arts martiaux, en fait, dès le départ. Parce que du coup, effectivement, donc tu viens des arts martiaux. Ça a été quoi le pont finalement entre les deux, il y a eu cette rencontre-là. Il y a eu aussi le fait que moi j'ai commencé à l'adolescence les arts martiaux traditionnels, donc une forme de kung-fu vietnamien, pour faire simple, qu'on appelle Vo Vietnam. Au début, c'était un peu en dilettante, puis après, j'ai senti, peut-être de façon moins claire que la façon dont j'explique aujourd'hui, mais que cette pratique, elle m'aidait à me construire, humainement, surtout. Et en fait, après, j'ai eu envie de progresser là-dedans, de me professionnaliser. Et j'ai eu l'occasion de faire des voyages en Chine, au Canada, par exemple, où je suis allé pratiquer plein d'arts martiaux différents, parce que moi, je voulais être fort en combat. C'était ça mon truc, pour imiter un peu mes maîtres. Donc c'était une super aventure, mais je pratiquais pas de la bonne façon et peut-être que ça venait pas du bon endroit aussi à l'intérieur. Et donc j'avais des fragilités, je me suis blessé. Donc je suis venu au pilates et au yoga suite à des blessures où j'avais des problèmes de hanche, de dos, pour citer les plus importants, sinon j'étais un peu pété de partout.
Et donc, il y a eu une première partie de ma pratique où c'était pendant 10 ans, disons, beaucoup le combat, la recherche, l'étude. Et puis après, quand je pouvais plus pratiquer comme ça, 10 autres années où j'ai plus cherché sur la qualité du mouvement, la conscience de la posture, la respiration. Donc j'aime bien dire que j'ai mis 10 ans à me bousiller le corps et 10 ans à le réparer. Et puis là, on se rencontre un peu à un moment où j'arrive à faire la synthèse des deux, quoi. Dans ton livre, tu exprimes que, en fait, avant, tu ne ressentais pas ton corps. Voilà. Et pourtant, j'avais un volume de pratique assez soutenu, hein. Je m'entraînais parfois plusieurs heures par jour. Et j'étais beaucoup dans le faire. Donc, je répétais les mouvements, j'essayais d'imiter, j'essayais d'appliquer les principes qu'on m'avait transmis. Mais tout ça, c'était un petit peu en surface, un peu externe. Et voilà. Et donc, alors que je m'entraînais plus que la plupart des gens, mais en fait, quand il a fallu revenir vers le pilates et le yoga et faire des petits mouvements d'articulation, de synchroniser la respiration et le mouvement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses auxquelles j'avais du mal à accéder. Et donc, c'était vraiment une redécouverte, l'accès à ces pratiques qu'on peut appeler pratique corps-esprit ou pratique somatique, où là, en fait, j'ai vu une autre galaxie dans la sensorialité. J'ai fait aussi de la méditation MBSR ou du Yin Yoga. Et ça m'a beaucoup aidé à soulager les douleurs qui étaient liées à mes blessures, puisque j'ai vu qu'en allant contacter le corps de façon consciente, en me baladant comme ça dans le corps, et surtout en m'arrêtant là où j'avais mal, c'était possible de dénouer, de délier, de travailler aussi avec des images. Donc voilà, ça, il y a un lien entre le physique et le psychique qui s'est beaucoup clarifié avec le temps. Mmh. Et au début, ça a été dur pour toi d'accepter justement ce côté d'être limité par ton corps, de ses blessures, et d'aller contacter ces blessures? En fait, donc moi j'ai commencé, donc comme je disais, vers mes 15 ans, disons. Et puis, à mes 25 ans à peu près, je suis allé en Chine et j'ai fait du MMA en Chine avec des Français, mais voilà, qui avaient un super niveau. Et donc là, ça a été le pic un peu de ma pratique un peu bourrine, où il y avait déjà quand même un lien avec la subtilité et la sensorialité. Mais quand je suis rentré en France, je pouvais plus m'entraîner comme avant. Et il y avait un stage d'été de mon art martial, donc le Vo-Vietnam. Et moi, mon maître, il avait fait ce parcours-là comme moi, mais fois 10 000, où c'était un super guerrier. Et il était tellement fort qu'il a fini par se casser lui-même. Ouais. Donc en fait, très vite, il a commencé à m'apprendre le tai chi et le qigong. Et en une semaine, en fait, j'ai vu que non seulement j'arrivais à soulager mes blessures, à aller contacter consciemment mon corps. Et à la fin de cette semaine-là, j'ai fait un petit combat contre un pote pour jouer. Et j'ai vu que j'étais délié et souple et que beaucoup plus facilement j'arrivais à placer mes techniques et que c'était aussi beaucoup plus agréable. Donc assez vite, en fait, j'ai eu l'intuition que il y avait pas tant de barrières que ça entre la force et la souplesse, ou entre l'intériorité, la conscientisation, la douceur et la force et le combat et tout ça. Donc même si ça a été un chemin long, moi, très vite, j'ai eu l'intuition que finalement, d'aller contacter ces limitations, c'était le moyen alors non pas de les dépasser, mais de les intégrer, disons, et que ça pourrait me permettre finalement d'atteindre mon but qui était d'être un combattant plus efficace et d'avoir une pratique plus épanouissante. Donc non, il n'y avait pas vraiment de frustration, même si c'était du temps. C'était finalement une opportunité plutôt, où je me suis dit tiens, en travaillant comme ça, je vais pouvoir arriver à faire ce que je veux. Et pour revenir au yoga, qu'est-ce qu'elle t'apporte toi, la pratique? Il y a plusieurs plans. Disons au niveau mécanique, au niveau postural, ça m'a permis même quand je faisais des arts martiaux, j'étais assez raide.
Donc ça m'a permis de gagner en souplesse, Mmh. que la souplesse c'était pas la torture ou alors la mollesse, quoi. C'était quelque chose de très fonctionnel, de très enthousiasmant aussi, parce que dans le vinyasa, il y a un mélange de force, de souplesse, d'agilité. Enfin, c'était concret. Donc ça m'a permis d'améliorer mes qualités physiques. Moi, j'ai fait ma formation de yoga et de pilates en même temps. Donc pour moi, c'est très lié les deux. Il y a aussi au niveau de la coordination entre les muscles profonds, les muscles superficiels, entre les différentes parties du corps. Clairement, voilà, il y avait un gain au niveau physique et postural. Et puis petit à petit, justement, quand j'ai parlé du yin yoga notamment, cette capacité à aller en dedans, à rester immobile, à travailler avec la respiration, mais qu'en fait il y avait une galaxie d'expériences qui étaient possibles, Mmh. juste immobile dans des postures pas très spectaculaires, sans chercher le stretch à tout prix, mais que là c'était un voyage assez extraordinaire. Le yoga, ça englobe plein de choses. Comme dire je fais du yoga, comme dire je fais des arts martiaux, finalement, ça veut dire tout et rien. Donc, dans le yoga, il y a plein de dimensions. Comme il y a une dimension de relation aussi, c'est comment on peut se lier à l'autre d'une façon qui soit plus satisfaisante. Donc, il y a ça aussi. Ce qui est un petit peu la démarche des arts martiaux, finalement, quelque part, même s'il n'y a pas de combat dans le yoga, mais il y a toujours ce lien à soi et ce lien à l'autre. Et puis, je dirais qu'aussi, le yoga, c'est une pratique qui a beaucoup évolué puisque ça est venu Mmh. d'Inde, mais beaucoup de ce qu'on voit, c'est quand même des choses qui sont passées notamment par les États-Unis, puis qui sont maintenant un petit peu adaptées pour les Occidentaux, ce qui est une bonne chose. Mais je dirais que c'était surtout la façon dont je l'enseigne maintenant, euh, qu'on n'est pas obligé de coller à un décorum qui viendrait d'Inde justement, et donc on n'est pas obligé d'utiliser les mots sanscrits ni de faire référence à des divinités ou à de chanter les mantras par exemple, qui sont des choses tout à fait valables mais qui doivent être faits avec authenticité à mon avis. Si c'est pour saupoudrer un peu des trucs de Ouais. yoga sur des pratiques, je pense qu'on se trompe de pratique et qu'en plus on rend pas du tout hommage à ces gens qui ont travaillé avant nous. Et que ça a un Donc, sens. ouais, voilà, que ça a un sens. Donc, je préfère finalement repartir de zéro, trouver un vocabulaire très simple Mmh. et en fait, Ce que tu fais s'approprier, dans c'est ton un livre. terme Ouais. polémique. Ouais, voilà. Alors, intégrer la pratique ou voilà, de rendre la pratique accessible Mmh. en changeant un peu l'aspect extérieur. À mon avis, on se rapproche de la démarche qu'avaient euh, les gens en Inde qui ont formalisé un peu ce que ça pouvait être la pratique du yoga. Donc, se libérer un peu de cette surface de tradition pour retrouver un peu le cœur de la pratique Mmh. et de rendre ça plus vivant, à la fois plus simple, plus modeste, mais plus vivant aussi. Donc voilà, c'est une grande expérience, quoi. Et cette reconnexion finalement à ton corps, qu'est-ce qu'elle t'a apporté aussi, j'ai envie de dire, dans ta vie de tous les jours? Bah, il y a là, c'est en fait jusqu'à très récemment, il faut voir que j'avais mal tous les jours, tout le temps, et que je m'étais un peu habitué à ça, notamment dans le bas du dos et dans la hanche. Voilà, j'avais un truc, c'était présent. T'avais Donc bon, accepté j'ai la appris douleur? à ouais, bah, Ou il y t'avais avait fait plus avec, mal, quoi? voilà, j'avais fait Mmh. avec, Mmh. j'avais aussi trouvé des moyens de la soulager, mais Mmh. même en pratiquant beaucoup, c'était quand même présent, quoi. Donc il y avait des douleurs, des limitations physiques. Mais d'abord, OK, d'accepter ça, c'est comme ça et puis petit à petit en me liant à mon corps, heu, en me liant à moi-même finalement, parce que déjà rien que l'idée de Mmh. dire mon corps, il me semble qu'il y a une dissociation qui est pas forcément saine, donc en me liant à moi-même, ça m'a aidé, à apaiser la douleur et maintenant j'ai plus mal et je me rends même plus compte que j'ai plus mal. Donc je vois que j'ai progressé parce que au Mmh. début quand tu souffres, bah, dès que tu arrêtes de souffrir, c'est bien et maintenant en fait, c'est normal de ne plus souffrir. Donc il y a quand même un chemin qui est très appréciable. Et puis il y a vraiment une écoute du corps aussi au niveau des tensions que ça pouvait générer. Je tenais en fait plein de choses dans mon thorax, dans mon bassin. Donc ça, c'est aussi lâché et et je vois que ça me donne de l'espace mental. Et puis d'être capable, moi, il y a un moment là après la fin du confinement, c'était une période assez dure parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'était très intense émotionnellement
et que j'étais capable quand il y a des choses qui me traversaient, d'être capable de sentir ce qui se passait dans mon corps d'abord, donc d'identifier. Mhm. Et puis aussi après je voyais que je changeais de schéma mentaux quand mes schémas corporels étaient différents. C'est-à-dire que, OK, bah là, il y a plus cette tension dans la gorge ou dans le thorax. Ou là, bah, je vais vivre des choses. Il y a des événements ou des mots qui arrivent et je suis capable de laisser le chemin se faire dans mon corps et ça traverse et ça passe. Alors qu'avant, c'était stagnant et ça pouvait, bah, ruiner ma journée ou m'écraser pendant des semaines ou enfin, Il y avait une c'est comme si, résistance, ouais. ouais, il y avait une résistance et en fait, je pense, assez à l'écoute de mes sensations pour ne plus non plus être guidé par elles. Mhm. Et donc, OK, bah, il y a voilà, bah, OK, j'ai cette sensation-là de tristesse, d'angoisse, de colère, et c'est une sensation et ça passe. Et je pense que d'abord, il y a tout un travail pour être capable de se mettre en lien avec ces sensations, de dire: «Ah, je sens ça», ce qui n'est pas évident. Mhm. Mais après, ben, je sens ça et je suis pas obligé d'agir dessus. Je sens ça. C'est une sensation. Comme dire, c'est une pensée, c'est une émotion. Voilà, c'est là. Ça fait partie de moi. Donc, je me défends pas contre ça. Mais c'est pas parce que c'est là que je suis obligé de suivre ça à tout prix. De Donc, l'accepter, de l'observer, de la laisser de te traverser. ouais. Et puis de choisir de suivre, hein. Il y a des fois, c'est bien, hein, il faut y aller et tout, c'est Ouais. cool. Et c'est pas forcément que des trucs agréables d'ailleurs. Par exemple, Oui. d'être en contact avec sa tristesse. Mhm. Et ben, OK. Bon, c'est que ça touche, donc il faut être avec ça un moment. Et puis après, bah, quand c'est plus nécessaire, on peut, on peut passer à autre chose. Donc je pense que l'écoute, c'est essentiel, hein, surtout que dans ce qui concerne la masculinité. Mais que je pense pas, c'est une étape du chemin d'être capable d'écouter ses sensations ou d'écouter ses émotions. OK, ça c'est sûr. Mais c'est une étape. C'est pas l'aboutissement, parce que je peux pas toujours écouter mes émotions non plus. Il y a des moments où il faut y aller et voilà, et puis il faut avoir une réponse adaptée qui compose avec les sensations, les émotions, les pensées, Mhm. mais de tout ça, de la synergie entre tout ça peut émerger quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est ça. Alors on peut donner plein de définitions du yoga, mais moi je suis nul en maths, mais en maths on dit le tout dépasse la somme des parties. Et ben le yoga c'est exactement ça. Une fois que je suis conscient de mes émotions, de mes sensations, de mes pensées, je suis tout ça, mais je suis pas que tout ça. Il y a peut-être quelque chose de plus global qui, une fois que tout ça communique et circule, bah, de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un gâteau, bah, c'est pas que du chocolat et du beurre et des œufs et de la farine, c'est un truc en plus. Et bah là, c'est pareil. J'entends, oui, entrer en relation avec ses émotions et là, comme tu expliques, aligner le corps, le cœur et l'esprit. C'est ça. Tu parlais de vinyasa, tu parlais du yoga, du confinement. C'est vrai que c'est une pratique qui était déjà en vogue, je crois, et puis qui a explosé avec le confinement. Toi, quel regard tu portes aujourd'hui sur le yoga? Parce que pour les gens en général et peut-être aussi pour les hommes, ça peut être parfois rébutant parce il y a le Ashtanga, il y a le Hatha, il y a le Yin, il y a le Kundalini, le Hot Yoga. Oui, quel regard tu portes aujourd'hui sur le yoga en France? Alors, il y a plein de choses. Oui. Je dirais que le plus important, finalement, c'est pas de faire du yoga. C'est d'être en yoga, justement, d'avoir cet état-là. Mhm. Et donc, encore une fois, la pratique formelle, c'est un moyen, c'est pas une fin. Parce que, et moi, c'est mon expérience et j'ai vu plein de gens comme ça, où en fait, euh, on va pratiquer quelque chose et c'est cette pratique-là qui va prendre le pas sur le reste. On va se mettre au service de la pratique. Il y a des moments, c'est très bien, ça peut être une passion qui nous porte, mais il y a des moments aussi où le rapport à cette pratique précise, il peut devenir, on peut pratiquer au détriment de soi. Mhm. Donc il faut toujours trouver un équilibre où de pas correspondre au yoga, mais en quoi le yoga peut me correspondre. Donc on n'est pas au service de la discipline est à notre service, c'est un ensemble d'outils et de repères pour mener sa vie de façon satisfaisante. Un Donc art de vivre. on fait pas du yoga, on est en yoga. Parce qu'on peut faire beaucoup de yoga et pas du tout être connecté à soi ou aux autres, hein. Le yoga, ça attire beaucoup de gens Oui. brisés, comme disait un de mes profs. Et justement, c'est tentant
est peut-être facile de se construire un truc un peu, une image parce que on est fort techniquement ou qu'on parle bien ou que justement on a des habits et des petits colliers et puis des petites statues et une playlist qui va bien de créer un truc factice. Il y a aussi cette positivité un peu toxique qui peut, voilà, on peut articuler autour d'une image, d'un discours, et ça c'est dangereux en fait. On peut se tromper de chemin, je pense. Ma question, effectivement, elle était moi, j'ai cette sensation que, comme beaucoup de choses à l'image dans notre société, que le yoga, malheureusement, est devenu un nouvel objet de consommation. Oui. Et donc, du coup, c'en est presque plus une mode alors que, comme la méditation, comme d'autres choses, pour moi, même si je suis pas un grand pratiquant, je pense que c'est plus un art de vivre, comme je l'exprimais tout à l'heure. Et forcément, hein, là maintenant, c'est dans les magazines, sur Internet, etc., etc. Donc, il y a un côté mercantile où il faut vendre. Enfin, moi, je gagne ma vie en vendant des cours, donc voilà, c'est. Mais effectivement, ça peut aussi avoir donc, voilà, c'est un business, donc il faut vendre, donc il faut attirer les gens, donc il faut que ce soit juicy, il faut que ce soit appétant. Alors que ça, déjà, en fait, la pratique, que ce soit traditionnelle pour les arts martiaux ou pour le yoga, c'est pas forcément sexy, c'est pas forcément rigolo. Et d'ailleurs, à la base, enfin, il y a longtemps maintenant, hein, ce sera plus comme ça. Et c'est pas forcément mauvais, je nuancerai après. Mais c'était pas les élèves qui choisissaient les profs. C'était le prof qui disait, toi, d'accord, tu peux venir pratiquer avec moi. Donc, alors que là, maintenant, c'est le prof qui dit, viens, regarde mon profil, regarde mon site, viens prendre mes cours, s'il te plaît, et tout ça. Enfin, voilà. Donc, il y a une inversion complète du modèle. Ouais. Donc, forcément, ça change un peu les choses. Après, c'est pas forcément mauvais que ça change parce que ce modèle de maître et de disciple, il peut être aussi nocif. Mais ça peut être trompeur dans le sens où on se dit que déjà le yoga, c'est les postures. Donc, on voit des gens qui sont forts, qui sont souples, qui font des trucs extraordinaires. Et on peut se dire, moi, je pourrais jamais être comme ça. Ou, moi, il faut absolument que je sois comme ça. Donc, je me mette le pied derrière la tête ou que je fasse l'équilibre sur un bras. Alors que c'est pas forcément ça la question. Mais quand même, tu vois, cette diffusion du yoga, elle a des effets positifs. Oui. Par exemple, moi, j'ai lancé des cours en vidéo pendant le confinement, en visio, pas en vidéo. Et j'aurais eu tendance à dire que même ça, sans le confinement, jamais j'aurais fait. Parce que pour moi, tu vas apprendre le yoga dans une salle avec un prof ou même avec un maître. Parce que moi, j'ai gardé un peu cet enseignement-là des arts martiaux où en fait, si tu veux toucher sérieusement à la pratique, limite, il faut vivre avec le maître et tu passes des heures et voilà, tu pratiques avec lui, mais pendant que tu pratiques pas, il te parle, il te raconte des histoires, bon voilà, mais bon ça c'est pas possible pour tout le monde et c'est pas forcément souhaitable non plus. Et tu vois là, j'ai discuté avec deux gars pendant la même soirée d'ailleurs, qui me disent mais ouais, moi j'ai commencé pendant le confinement sur YouTube avec ces yoga avec Adrienne, je pense, et les deux ils pratiquaient avec la même sans se connaître. Et en fait, je fais ma salutation au soleil tous les jours et c'est cool. Et moi, il y a un premier mouvement qui dirait, mais en fait, t'es jamais supervisé, il y a jamais personne qui te corrige, donc c'est pas bien, c'est pas valable. Et en fait, j'ai beaucoup révisé ma position. Peut-être qu'effectivement, si je les voyais, je dirais oui, mais non, là tes jambes, là tes pieds, là ton bras, là ton dos, et que ce serait pertinent. Mais en fait, ce qui est important, c'est que tant qu'ils se font pas mal déjà, mais tous les jours ou régulièrement, les gars, ils ont une ressource ils se mettent sur leur tapis et ils pratiquent. Alors, il y a personne qui les regarde, mais finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Et au moins, eux, ils ont ce truc-là de prendre un temps pour eux, avec leur corps, de s'étirer. Et tant qu'ils se font pas mal, c'est bien. Peut-être qu'ils pourraient faire mieux, mais c'est pas la question. Et donc, voilà, il y a du pour et du contre. Il y a des aspects qui peuvent être nocifs. Je pense que c'est quand même bien parce que même si effectivement peut y avoir de façon détournée un aspect compétitif en voulant ressembler à des gens, c'est quand même pas la même pratique qu'une pratique sportive. Le sport c'est bien, mais il y a rien à gagner finalement. On vient pratiquer pour soi. Ouais. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça fait rentrer aussi, je pense, par le biais du yoga, la méditation, la respiration, que les gens ils sont plus réceptifs à tout ça. Les étirements, enfin
Voilà, il y a du bon et du mauvais. Que le fait que les hommes se mettent au yoga, ça peut être aussi intéressant parce que ça va faire changer euh, pas mal les mentalités. Moi, il y a des moments où en fait, il y a rarement des moments où je me suis senti aussi mal à l'aise que dans une salle de yoga, par exemple, parce que j'allais dans des salles un peu parisiennes, un peu chicos, et les gens s'observent, les gens se jugent, c'est un peu une compétition de qui fera mieux, qui sera mieux habillé. Enfin, Ouais, il y a ce c'est quand même regard. assez Ouais. désagréable. Mais bon, déjà, ça peut être une pratique en soi de dépasser ça. Et puis que voilà, il y a du yoga dans des salles moins chicos, avec des gens qui sont moins fit et flex. Et tout ça, c'est bien. Le yoga, ça va évoluer aussi. Je pense que Oui, on est s'il y peut-être a plus de encore dans monde qui a accès, une transition. ouais, mais s'il y a plus de monde qui a accès au yoga, les offres aussi vont changer, les pratiques vont changer. Donc voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, c'était C'est pas grave. océanique le potentiel de la question. Donc Oui. j'ai essayé de voilà, mais que le principal c'est pas forcément de faire du yoga, c'est d'être en yoga, c'est-à-dire à d'autres moments que quand je suis sur mon tapis, est-ce que je vais pouvoir manifester des principes qui sont liés à la pratique. Et justement, quand je suis avec les autres, et c'est pour ça que c'est important de pratiquer, de proposer des pratiques pour les hommes, et quand je suis avec mes amis, avec mes parents, avec mes enfants, avec mes collègues, est-ce qu'on peut voir un peu les effets de cette pratique? Parce que si je fais le grand écart et que je fais des pompes sur une main, c'est bien, mais si je peux aller acheter une baguette de pain sans entrer en conflit, c'est mieux. Et ou alors, si quand j'entre en conflit, est-ce que c'est pour les bonnes raisons et de la bonne façon? Parce qu'il y a aussi ça. Enfin, c'est pas pour être gentil le yoga, je pense. Parce que le yoga, c'est pas l'Inde, pardon, c'est pas du tout le pays des gentils, quoi. Je sais pas si d'ailleurs ça existe le pays des gentils, hein, mais l'Inde, ça vient Non. enfin, c'est un endroit. Pourtant, j'ai voyagé, j'ai habité en Chine, au Brésil, machin. Enfin voilà, mais il y a une intensité en Inde que j'ai vue nulle part ailleurs. Et donc c'est pas que la bienveillance et le truc. Et je crois pas que ce soit ça. Et que par exemple la non-violence, c'est un truc qui revient souvent et qui peut être assez galvaudé, comme la bienveillance, et mal Oui. compris. Oui, comme le lâcher prise, comme Voilà, plein de notions. c'est ça. Et justement, je voulais partir sur ce sujet Hop là. et sur le yoga et les hommes, parce que c'est un des sujets principaux pour lesquels j'avais envie de te rencontrer. Quelles difficultés aujourd'hui les hommes y rencontrent avec le yoga? Est-ce que c'est l'image du yoga, c'est une peur justement de la souplesse, c'est un mépris pour la pratique parce qu'ils ont l'impression que c'est juste une pratique pour les femmes, que ok c'est sympa mais ils n'y voient pas l'intérêt. Qu'est-ce qui fait qu'en fait aujourd'hui les hommes ne se mettent pas au yoga selon Alors toi? je pense que ça change beaucoup quand même. Hein. Je vois là qu'il y a un grand mouvement vers ça, donc c'est très bien. Il y a plusieurs choses. Je pense que bon, même si c'est très occidentalisé maintenant, on peut voir ça comme une pratique un peu ésotérique, exotique, mystique, je sais pas quoi. Donc ça, peut-être que ça les branche pas. Il y a la croyance que bon, le yoga c'est sympathique, mais on va s'ennuyer. Donc voilà, parce que ça manque d'intensité. Donc ça, je nuancerais vraiment. Hein. Aussi qu'effectivement, on n'est pas assez souple pour faire du yoga. Mais alors, il y avait un prof qui disait, si tu te crois pas assez souple pour faire du yoga, c'est comme si tu disais, je suis pas assez sale pour prendre un bain. Donc c'est pas, faut pas être souple avant de venir au yoga. Ouais. Le yoga va aider à assouplir. C'est peut-être une excuse. Ouais, mais en fait, ça peut. En fait, je crois que si pourquoi il a fallu proposer des offres spécifiques aux hommes, c'est parce que la plupart d'entre eux et la plupart des hommes hétéros ne se sentaient pas d'aller seuls dans une salle remplie de femmes et d'être le plus nul du cours. Et d'être raide, de pas savoir et tout ça. Donc il y avait à la fois un a priori négatif et peut-être une honte ou une peur de se mettre en danger. Je crois qu'il n'y a pas de plus nul. Voilà, alors que il n'y a pas de non mais performance, il n'y a c'est pas de ça. compétition. Et c'est des choses à voilà, il faut expliquer vraiment. Il faut expliquer ça. Donc je pense qu'il y a des a priori sur la pratique, des a priori sur qui on est aussi, de quoi on a besoin. Voilà. Et qu'effectivement, paradoxalement, alors que
en Inde, c'était une pratique qui était rarement ouverte aux femmes. Maintenant, c'est une pratique qui est majoritairement féminine. Donc, il y a le truc de se dire, le yoga, c'est pour les filles, c'est de la souplesse. Ça tient à plein de choses que, en Occident, la souplesse, c'est plutôt une qualité féminine et la force, une qualité masculine. Ouais. Et alors, c'est en train de s'inverser aussi parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font du crossfit, par exemple, des choses comme ça, donc qui soulèvent des charges, qui font des tractions. Enfin, c'est bien, hein. Il y a un mouvement un mouvement autour du mouvement sous plein d'angles différents qui fait que les qualités se rencontrent et ça change. Mais par exemple dans les arts martiaux, la souplesse c'est essentiel et voilà, et c'est pas forcément féminin. Et puis c'est pas grave en fait de faire des trucs un peu féminins. Ça fait pas, donc voilà, ça vient soulever, ça vient questionner plein de choses. Que si tu fais un truc associé à la féminité, et toi t'es efféminé, et puis que si t'es efféminé, c'est que t'es gay, et puis si c'est gay, c'est donc là c'est super en fait. Là on est dans le cœur du sujet, de venir questionner tout ça sous plein d'angles, et ça permet de casser beaucoup d'a priori. Donc c'est pas grave de faire un truc de souplesse, c'est pas grave de faire un truc un peu efféminé. Même si t'es un petit peu gay, en fait, c'est pas grave non plus. Enfin, ça va. Là, c'est ça le lâcher prise. Ouais. Et comment en fait tu t'en es venu à vouloir accompagner les hommes? Alors, donc, je vais pas faire de redite, mais donc moi, je suis venu à ces pratiques. Pour moi, le yoga et le pilate, c'est un peu la même chose. Certains ne seraient pas d'accord avec ça, mais c'est des pratiques, voilà, qui mettent en lien le corps et l'esprit, beaucoup axés autour de la coordination entre le mouvement et la respiration. Donc voilà, d'avoir fait cette rencontre-là et de m'être formé, d'avoir beaucoup pratiqué avec des gens très compétents, ça m'a aidé à réduire mes blessures, mais c'était effectivement un environnement un peu plus féminin. Et à côté de ça, j'étais encore quand même beaucoup en contact avec des gens qui faisaient des arts martiaux ou du sport, enfin des hommes qui faisaient des arts martiaux ou du sport, et je voyais que quand je leur parlais de ça, c'était un peu obscur, mais qu'ils étaient souvent blessés. Ou que leur perf, elle était moindre que ce que ça pourrait être. Si justement il y avait ce fond plus conscient. Et que mon parcours, il est assez commun finalement, que les mecs, mais il y a la même chose dans la danse avec les femmes par exemple, mais les gens ont tendance à pratiquer à fond jusqu'à ce qu'ils se cassent et qu'ils puissent plus faire autrement. Donc l'idée c'était soit de réparer un peu ce qui était cassé, soit de dire à ceux d'avant, en fait si tu adaptes ta pratique, t'es pas obligé de te blesser pour commencer à réfléchir. Si tu commences à réfléchir avant, tu seras peut-être pas obligé de te blesser. S'il y a une pratique intense, les blessures ça fait partie de la pratique, mais de te blesser gravement pour te dire tiens, si je faisais autrement ce serait bien. Donc je voyais que voilà, les hommes par un déficit d'écoute avaient tendance à se blesser. J'ai partagé aussi l'avis de femmes qui avaient souffert de l'attitude des hommes, pour voilà, un euphémisme, en gros de femmes qui étaient victimes de viol. J'ai vu l'impact que ça avait sur elles, sur notre vie à deux, et j'ai du coup compris voilà, qu'il y avait vraiment quelque chose de problématique dans l'attitude des hommes envers les femmes, et que moi maintenant je fais du yoga, du pilate, mais j'ai gardé un peu ce truc de combat. Donc s'il y a un truc qui me de yang donc s'il y a un truc qui m'énerve, j'essaie de le changer. Et donc pourquoi autant de femmes sont agressées par des hommes, et je pense qu'il y a aussi des hommes qui sont agressés par des hommes, qui en parlent moins, c'est encore tabou, mais qu'en tout cas l'immense majorité des agressions sont dans le domaine sexuel, mais même de la violence en général, est exercée par des hommes. Pourquoi ? C'est quand même très embêtant pour les autres et pour les hommes. Donc qu'à la fois ce manque d'écoute, ça fait du mal aux hommes et ça fait du mal aux autres aussi. Donc bon, il serait peut-être temps de se pencher sur la question. Et donc moi j'ai pas toutes les réponses, mais il se trouve que ce domaine de l'écoute du corps, c'était devenu ma spécialité. Donc mon intuition, c'est que en fait, dans l'éducation en général et dans l'éducation sportive et physique en particulier, on n'invite pas les individus et les hommes en particulier à s'écouter, à aller chercher en dedans et à être OK, comme ce que je disais tout à l'heure, les émotions, les pensées, les sensations, la respiration, tout ça. Bon,
Ce qu'il faut, c'est aller vers l'extérieur, il faut performer, il faut gagner le match, il faut, dans d'autres domaines, faire de l'argent, avoir des conquêtes. C'est beaucoup vers l'extérieur. En fait, la validation, elle vient de l'extérieur. Si je gagne ce match, si je sors avec cette fille, les gens ils vont dire Adrien, c'est un gars valable. C'est assez schématique, mais en même temps, c'est pas si loin de la réalité, quoi. Oui, je pense. Et donc que rarement, en fait, il y a des invitations à se tourner en dedans et à écouter. Donc, mais si moi j'ai pas conscience de mon espace, c'est compréhensible de dire que ça va pas forcément me poser problème d'envahir l'espace de l'autre. Et que elle, si elle a pas très envie, si j'insiste un peu, elle va avoir quand même un petit peu envie. Puis que si moi je suis content, de toute façon, c'est ça qui compte, quoi. Donc, de proposer une pratique physique, mais quand même basée sur l'écoute, ça me paraissait être, à ma modeste échelle, une façon de proposer ce changement-là. Donc voilà, donc de revenir vers soi, d'améliorer sa qualité de présence pour ensuite améliorer sa qualité de relation. Et donc c'était d'envisager le yoga au sens large. Donc c'était postural et dynamique comme on voit dans le livre, hein. J'ai essayé de balayer postural, dynamique, après beaucoup plus restauratif avec le yin, des pratiques seulement sur la respiration, des pratiques de méditation, de relaxation, peut-être même de visualisation, où en fait l'idée c'était que pour changer un peu les schémas mentaux, on allait changer d'abord les schémas physiques, et puis après pour revenir vers le mental et essayer d'allier les deux. Il y a une partie que je développe pas dans mon livre, mais moi qui me tient à cœur, et c'est ce que je fais dans mes stages notamment, c'est une pratique avec partenaire, donc qui peut être de comment contacter l'autre par du toucher, par des mouvements communs. Après, ça peut être par des poussées, des pratiques qui ressemblent à la lutte, et puis peut-être de plus en plus vers les arts martiaux où on fait des petits jeux de combat. Donc à chaque fois, l'idée c'est pas de performer, de réussir, mais de faire d'abord une collaboration et puis de voir comment on peut faire aussi une sorte de confrontation en collaboration. Et à chaque fois, l'idée, c'est pas d'obtenir un résultat, mais que ce soit un espace d'observation où, il y a un moment où je faisais cet exercice, je faisais faire cet exercice à 2 types, donc qui combattaient gentiment et de dire: «OK, comment tu te sens quand tu le tapes? Et comment tu te sens quand il te tape? Et puis, est-ce que tu es capable de voir là comment il se sent lui? Est-ce que c'est trop vite? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il est mal à l'aise?» Enfin, voilà, que ce soit un exercice d'observation. Ensuite, il y a un truc qui est essentiel à mon avis, c'est que le but de la pratique pour homme, en tout cas, parce que il y a aussi pas mal de choses autour de la masculinité qui peuvent être un peu des dérives selon moi. C'est pas qu'on se retrouve entre hommes pour devenir des hommes, des vrais et tout, et retrouver nos couilles et tout ça. C'est pas, moi je parle pas trop de ça, hein. C'est que en ce qui concerne le yoga, on est assez de connaissances, c'est-à-dire qu'on va savoir un peu le nom des postures par exemple, de compétences, c'est-à-dire qu'on est à peu près mobile, à peu près souple, à peu près fort, même si on n'est pas des cadors, c'est pas grave. Et de confiance aussi, et de se dire, moi maintenant, je peux aller dans un cours où je suis le seul mec et il y a 30 meufs et tout ça, et ça va en fait, il y a pas de problème. Je joue pas ma vie en allant prendre un cours de yoga. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un élève là à la rentrée qui m'a dit cet été je suis allé en vacances et tout, puis il y avait un cours de yoga, j'y suis allé, puis j'ai pu suivre et j'étais super content. Et là ça, l'objectif il est atteint pour moi, hein. C'est d'avoir des moments, des espaces de non mixité assez brefs pour aller vers la mixité, hein. Le but, Bien sûr. la société elle a tendance un peu à se morceler là. Oui, de pas Et mon idée polariser. c'est voilà, et d'aller, ok, va voir des gens qui te ressemblent pas, avec qui t'es pas d'accord peut-être, et ce sera très bien, hein, c'est pas grave si on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé de se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord, ce qui est de moins en moins le cas. Et pareil pour la pratique de combat. L'idée c'est aussi alors combat avec des nuances, hein, comme je viens d'expliquer. C'est aussi de proposer des ateliers mixtes. Donc ça, je l'ai fait en partenariat avec des assos féministes. Par 2 fois déjà, où j'ai un atelier qui s'appelle espace personnel, espace de l'autre, où on commence d'abord par effectivement sentir, ok, les sensations, la respiration, puis progressivement
on rencontre l'autre, donc pas du mimétisme, des poussées, et à la fin, on fait des petits combats, comme j'ai expliqué. Donc, les gens ne se connaissent pas au début du cours, et au bout de 2 heures, ils se mettent des claques, et tout le monde est content, on sourit, on est détendu, c'est dans la joie. Mais je pense que c'est important pour les hommes d'aller contacter leur intériorité, et peut-être pour les femmes d'aller explorer cette dimension plus de combat et d'agressivité, et qu'il y a quelque chose de très sain dans les deux cas. On ne devient pas mais on ne devient pas pédé parce qu'on écoute ses sensations, et on ne devient pas un vieux mâle patriarcal parce qu'on prend plaisir à mettre des coups à des gens, en fait. Et donc, c'est ce travail-là sur le corps et sur le mouvement et avec l'autre, il est essentiel pour tout le monde. Donc, parce que justement, on va vers des espaces qui sont pas conditionnés par justement tout un tas d'histoires que on nous a racontées jusqu'à ce qu'on se les raconte à nous-mêmes. Et c'est ça le projet. Voilà. Donc, c'est plus que les étirements et les pompes. Ouais. Mais ça fait partie, mais voilà. Non, je trouve ça très intéressant ce que tu proposes. Je pense qu'effectivement, on est même au niveau sociétal, j'aurais envie de dire, on est exactement dans cette période-là, c'est-à-dire que ramener les hommes à ce côté yin, à ce côté intériorité, sans perdre ce côté yang, en fait. C'est juste qu'il faut qu'ils partent justement de cette écoute, de cette intériorité, pour passer à l'action. Et du côté des femmes, d'être invitées justement de leur côté yin, qu'elles ont cette intériorité beaucoup plus facilement que nous, de passer à l'action, de trouver ce côté yang, et je trouve ça très intéressant ce que tu fais à travers tes ateliers. Quand toi, du coup, tu t'annonces en tant que je fais du yoga pour hommes, c'est quoi un peu les retours, comment les gens perçoivent ça? Est-ce que ça crée de la discussion? Est-ce que ça crée de la gêne? Ouais. Souvent, les gens sont curieux. Alors, j'ai un petit peu de tout, mais maintenant, en fait, comme c'est un peu rentré ça fait longtemps que j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais pas du tout, et j'ai dû expliquer mon projet. Les gens autour de moi sont un peu habitués. Tous mes potes ont déjà plus ou moins un peu testé. Ça crée de la curiosité sur pourquoi une pratique que pour les hommes. Qu'est-ce que c'est les spécificités du yoga pour hommes? Alors, moi, dans mes cours, j'ai une méthodologie un peu adaptée où on va faire souvent plus petit, plus lent, on plie les genoux, on est justement dans cette écoute. Mais au final, alors peut-être que je sabote toute mon entreprise commerciale, mais en fait, il n'y a pas de différence entre le yoga pour hommes et le yoga pour femmes et le yoga pour je sais pas qui. C'est de créer un espace où les gens peuvent venir s'initier à une pratique. Je pense que c'est un petit peu la même chose que la boxe féminine, en fait. Dans les cours de boxe féminine, les femmes, elles font pas une technique spéciale de boxe. Enfin, c'est de la boxe, quoi. Mais de créer des espaces où les gens, un cadre. Avant tout, c'est un cadre. Et où effectivement, après, l'idée, c'est de favoriser l'écoute pour favoriser l'expression. Donc, toi, je pense que tu travailles déjà beaucoup autour des cercles de parole. Moi, dans mes stages, je favorise ça aussi. Donc voilà. Donc, il y a de la curiosité. Pourquoi c'est une pratique spécifique? Donc, j'essaie d'expliquer ce que je viens d'expliquer en plus bref quand même. J'ai réussi à faire un speech un petit peu plus court, voilà, un peu plus ramassé. Mais que aussi très vite, moi, je veux pas bobarder les gens. C'est assez vite, j'essaie d'orienter vers que le but, c'est la non-mixité, c'est la rencontre, que c'est un tremplin plutôt qu'un espace fermé, quoi. Oui, moi quand je parle des cercles d'hommes, c'est aussi ce que j'annonce. L'idée, c'est de, comme tu l'as évoqué, c'est de créer d'abord éventuellement un espace non mixte pour ramener de la confiance aux personnes, que ce soit du côté homme ou du côté femme, pour ensuite aller vers des espaces mixtes et réapprendre à communiquer, j'aurais envie de dire, pour c'est la direction, en tout cas le cap. Dans ton bouquin, tu évoques un peu de ta vie personnelle, que tu as eu une famille homoparentale, donc un père absent, j'ai envie de dire. Alors je sais plus si c'est physiquement ou si c'est un peu les deux. Un peu des deux.
Il y a beaucoup d'hommes finalement qui ont eu ce genre d'éducation. Avec le recul, toi, comment tu le vis aujourd'hui? Comment tu l'as vécu et comment tu le vis? Qu'est-ce que ça t'a apporté en bien ou en mal? Je ne sais pas, mais Alors, euh, oui, oui, ça c'est vraiment une question centrale. Et la façon dont je le vis maintenant, c'est très différent de la façon dont je l'ai vécu. Je pense que mon moteur, justement, et si j'ai pratiqué de façon aussi déséquilibrée les arts martiaux, c'est que j'ai eu la chance d'être formé non seulement par des profs, mais aussi par des maîtres, des gens qui avaient dédié leur vie à leur art et qui étaient extraordinaires, vraiment comme dans les films, quoi. Et c'est pas que parce que c'est mes profs. Il y a une dimension affective forcément, mais voilà, exceptionnels, soit dans leur capacité à performer, soit dans leur simple présence. Enfin voilà, il y avait un supplément de corps, d'âme, de tout. Et donc je pense que moi, j'ai voulu leur ressembler pour les qualités positives qu'ils avaient, mais aussi, je crois que c'était parce que j'ai vu que eux, ils étaient écoutés. Quand ils parlaient, les autres, ils les écoutaient. Et je crois que moi, j'avais ce besoin d'être écouté et d'être vu parce que mon père n'avait pas su montrer qu'il m'écoutait, qu'il me voyait. Je sais maintenant qu'il m'écoutait, qu'il me voyait, mais qu'il n'était pas en mesure de le verbaliser. Donc, je me suis construit un peu là-dessus, quoi. Donc c'est plutôt bien parce que ça m'a poussé à faire le tour du monde. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai fait un chemin complètement atypique. Moi, j'étais destiné à, je sais pas, faire des études supérieures et trouver un boulot comme tout le monde. Et puis, en fait, je me suis lancé dans une sorte d'aventure. C'était extraordinaire, mais c'était quand même au prix de grandes souffrances physiques et morales, vraiment. Parce qu'il y avait souvent ce sentiment de pas mériter. Donc il fallait mériter, donc il fallait toujours plus, et même en faisant beaucoup, ça ne suffisait pas. Alors il y a des choses qu'on me disait et des choses que je me racontais tout seul. Donc ça me poussait aussi à accepter des trucs un peu foireux en me disant que de toute façon je pourrais pas avoir mieux. Et puis ça me poussait aussi à m'auto-saboter beaucoup ou à me fixer un objectif et pas mettre les conditions favorables en place pour y arriver. Donc, du coup, j'échouais, donc ça me confortait dans mon idée. Enfin, c'était un cercle vicieux. Et ça, c'était présent dans beaucoup de domaines de ma vie, quoi. Donc, j'ai fait tout un travail. Donc, ça me poussait. Il y a eu plein de choses, hein, mais à consommer beaucoup de drogue aussi. Moi, je suis dépendant en rétablissement. Mais j'ai consommé du cannabis pendant 20 ans. De façon démesurée. J'allais travailler défoncé, j'organisais ma vie autour de la conso, enfin voilà. Et que ce qui était central, c'était ce sentiment-là de ce décalage entre l'image que je donnais aux autres, l'image que j'avais de moi, toutes ces histoires que je me racontais, c'était très compliqué. Et les attentes démesurées que je pouvais placer dans les gens, donc dans mes maîtres, dans mes compagnes aussi, où je pensais que c'était l'autre qui pouvait combler ce manque-là. Et donc, voilà, sinon il va falloir faire 15 podcasts. Mais je pense que enfin, j'imagine que c'est des situations assez classiques finalement. Hein, mais voilà. Donc du coup, c'est important de dire aussi que tout ce travail autour des arts martiaux, du pilates, du yoga, j'ai pas détaillé tout mon parcours, mais en tant qu'éducateur sportif, je suis allé. En fait, c'est ça qui m'a mis sur le chemin du rétablissement. C'est pour ça qu'au début, je parlais de coïncidence. Bon, on peut voir aussi une cohérence dans les hasards de la vie. Ça, c'est chacun est libre. Mais un jour où je me suis retrouvé à bosser dans un centre de désintoxication, alors que j'étais moi-même toxico, hein, on peut le dire. Et donc vraiment là, je les écoutais, ils me parlaient et tout, je voyais ce qu'ils faisaient, je me disais putain quand même, on se retrouve sur pas mal de trucs. Et ça m'a pas amené tout de suite vers un programme de rétablissement, mais c'est resté présent dans ma tête. Et 10 ans plus tard, justement, je parlais de cette période à la fin du confinement où c'était un peu compliqué, où j'ai vu que moi j'arrivais au bout de ce que je pouvais endurer et m'infliger et laisser les autres m'infliger. Donc j'ai commencé un programme de rétablissement en 12 étapes
Donc c'est des programmes anonymes, donc je peux pas dire de quel programme je fais partie, mais bon, c'est assez clair là. J'ai donné des petits indices. Et donc voilà, ça c'était vraiment, et ça pour moi, le fait d'être en lien avec mon corps, c'était un aspect essentiel de ce travail de rétablissement, dans lequel je suis allé gratouiller tout un tas de choses, notamment mes rapports aux autres et avec mon père, où j'ai pu nettoyer beaucoup de choses. Je crois pas, justement, je parlais de cette positivité un peu toxique. Il y a des choses qu'il est possible de réparer et c'est bien. Il y a des choses, c'est pas réparable et c'est bien. Donc tout le monde n'est pas tout le monde tout gentil, tout beau et tout va bien, et ok, il y a des moments où ça ne va pas et ça n'ira pas, et c'est comme C'est ça. ok. Ouais. J'ai appris à prendre ma part, donc moi j'essaie de faire de mon mieux. Il y a des choses qui sont pas, encore une fois, réparables, et c'est ainsi, ça fait partie de l'acceptation. En tout cas, j'ai nettoyé beaucoup mon rapport avec mon père, avec mon maître aussi, donc un maître emblématique. Il y avait eu une projection. Oui, assez net, hein. Ouais. Mais ça, j'étais capable de l'identifier le plus possible. Et maintenant, je suis capable de dire que c'est un père de substitution, et c'est ok. Et heureusement que je l'ai rencontré. Et tous les jours, il est présent avec moi quand j'enseigne, quand je parle aux gens, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des choses très fortes, pardon. Je me suis beaucoup entraîné avec lui. J'ai travaillé en prison avec lui. J'ai travaillé à l'hôpital. Enfin, voilà, c'était un modèle dans le sens positif du terme, mais que j'ai arrêté d'idéaliser. Et donc, il y a quelques temps, j'ai été capable de le voir pour qui il était. Et donc, avec ses fragilités, ses incohérences, et c'était ok. Je l'aimais autant. Alors qu'avant, il fallait une personne idéale, que ce soit un maître, une femme. Et puis, dès que je voyais que c'était une personne, très bien, mais une personne quand même, bah, il y avait un truc de rejet. Parce que moi, ça me renvoyait à mes propres imperfections. Et là, c'est cool. En fait, bah oui, il est extraordinaire, mais il est humain aussi. Et je le vois avec plaisir et je l'aime, et c'est ok, ça va. Donc, ça me paraît beaucoup plus mûr comme rapport à l'autre, que je l'aime avec ses qualités et ses défauts. Et il a des qualités extraordinaires, et il a aussi certains défauts. Et ça me met plus dans l'angoisse, en fait. J'ai plus besoin de trouver quelqu'un de parfait. Moi, je travaille avec moi-même. Donc, il y a ça. Il y a sur le rapport au père. Effectivement, c'est intéressant, c'est important dans le développement. Je pense par contre que ce qu'on peut apporter, qui est peut-être un peu plus sain que de dire bah voilà, moi je vais être ton daddy et ça va tout va bien aller, c'est dans les groupes de proposer un rapport de camaraderie, parce qu'il y avait aussi ça dans mon apprentissage des arts martiaux. J'étais avec un maître, mais il y avait toujours un groupe avec des amis, des gens avec qui je pouvais combattre. On se mettait des coups et tout, on essayait de se fumer, et puis après on était copains. Et dans le yoga, il y a ça aussi. Enfin, comment être ensemble avec des hommes différents, hein. Moi, cet été, l'été dernier, du coup, j'ai fait une retraite pour hommes. Mais alors, en fait, cette catégorie des hommes, ça veut tout dire et rien dire. Il y avait des jeunes, des vieux, des débutants, des confirmés, des valides, des pas valides, des blancs, des non blancs, des gays, des hétéros. Donc, comment être avec les autres en étant bien? Et que, effectivement, cette non-mixité, elle va peut-être favoriser certaines discussions, de montrer une certaine fragilité. Et c'est ok, mais donc, comment créer un rapport sain à l'homme? Forcément, ça passe par le travail sur la figure du père, mais je pense qu'on peut aller au-delà de ça, on peut l'intégrer en tout cas, et le rapport à l'homme, le rapport à l'autre, c'est peut-être vers ça qu'il faut cheminer finalement, en passant par un travail sur le père. Ça, c'est assez évident. Il y a Jerry Hyde, je sais pas si tu connais, qu'on voit dans le documentaire Make Me a Man, que je recommande chaudement. Ah oui, que j'ai toujours pas regardé. Et mais voilà, donc c'est à voir, et j'ai la chance d'aller faire une retraite avec lui. Ouais, ça c'est vraiment ou ça, parce que souvent là, maintenant c'est très critiqué, la figure du boys club, où là effectivement les hommes entre eux, s'ils se rassemblent, ils peuvent se véhiculer un certain nombre de choses toxiques. Moi, je pense pas que ce soit spécifique qu'aux hommes. Les gens, s'il y a que des gens qui se ressemblent, qui se mettent ensemble, bien sûr. Bah voilà, c'est pas dit que les girls clubs ce soit spécialement forcément mieux que les boys clubs. Donc voilà. Mais comment
la camaraderie, ça peut aider. Comment d'avoir traversé des trucs difficiles, bah, ça forge des liens. Donc effectivement, il y a des dérives toxiques, mais je pense que, bah, je sais pas, des soldats, des pompiers, des policiers qui vont mettre leur vie en jeu et qui se confient la vie de dire, bah, voilà, toi, t'es avec moi et s'il se passe un truc, bah, t'es avec moi et tu me sauves la vie. Bah, c'est puissant. Donc sans se mettre en danger, de comment retrouver ça, de dire, OK, moi, je te confie ma vulnérabilité et voilà. Et tu vois, c'est bien pour moi, c'est bien pour toi que je te confie ça, un truc précieux. Comme si je te donne un œuf, bah tiens, voilà, c'est mon œuf. Tu fais pas n'importe quoi avec, et je te fais confiance et tu vas pas le casser. Euh, et ça, je pense que c'est possible d'établir un rapport, voilà, de ce type-là, et c'est vers ça que j'aimerais cheminer. Parce que moi, je vois comment ça me manque. Maintenant, je suis plus dans cette école d'arts martiaux, mais il y a des moments, ça me manque. Donc, il y a plus, ou plus simplement ce fait de côtoyer le maître, mais ce truc-là de camaraderie. Parce que moi, je faisais des combats, où je me suis blessé, mais en m'entraînant, pas en combattant. Je faisais aussi des choses, j'avais un frère de veau, comme on dit, où on faisait des combats de bâton, c'était chorégraphié. Mais donc c'était, on savait à l'avance ce qui allait se passer, mais si on ratait, bah, et c'était quand même un coup vers le crâne assez fort, quoi. Et bah, ce type-là, bah, il a arrêté son bâton à 2 millimètres de ma tête, et s'il avait pas contrôlé, il m'aurait ouvert le crâne, quoi. Et donc quand tu crées un rapport comme ça avec quelqu'un de confiance, où tu dis, bah d'accord, lui avec une arme, il va me frapper à la tête et il va pas me tuer, ça crée un lien. Donc encore une fois, sans aller dans ces extrêmes-là, bah, de créer un lien authentique. Et en fait, je crois que c'est ça le propos. C'est qu'aujourd'hui, c'est très en surface, tout va très vite. Bon, le numérique, alors là, on se parle via un écran et on est en lien quand même. C'est pas que mauvais, ça a des bons avantages, oui. Voilà. Mais même au niveau social, enfin, il y a plus trop de religion, plus trop de syndicats, la famille s'est un peu éclatée. Enfin, les gens, ils sont un peu perdus, quoi. Et donc, de recréer un lien authentique, je pense que ça, c'est ça le projet. Voilà, j'ai répondu pendant une demi-heure à... C'est pas grave. J'espère pour les auditeurs que je suis clair, j'essaie d'être structuré, mais en même temps, je suis le fil de ma pensée. Mais, oui, mais c'est donc bien on peut aussi. partir d'un truc vraiment, ok, le yoga pour les hommes, et puis en fait, on voit que le yoga, c'est quelque chose de beaucoup plus que ça va plus loin, oui, que ta démarche, elle va au-delà de la pratique. Voilà, et que si on s'adresse aux hommes, ou c'est entre hommes dans un premier temps, c'est déjà, on peut, sur la masculinité, on peut beaucoup nuancer ce que c'est, et puis qu'après, l'idée, c'est d'être en contact avec tout le monde, mais de cette authenticité-là, qui passe d'abord par un rapport plus authentique à soi, c'est voilà, c'est pour aller vers l'autre d'une façon saine et constructive. Effectivement, je partage. Il y a besoin de ce retour à une camaraderie saine où on voit plus l'autre homme en tant que compétiteur, concurrent, mais en tant que frère, et de recréer du lien, et des espaces. Et pour finir, juste pour revenir au sujet avec lequel on a commencé, quel conseil à un homme qui veut se mettre au yoga demain, tu donnerais, s'il y en a un à donner? Oui, je réfléchis. Il y en a plein, oui. Mais tu vois, ma vision aussi de la pratique, elle a changé, parce que ces mecs qui s'entraînent sur YouTube avec Adrienne, ils sont très contents et c'est bien. Donc, mon conseil pour pour un homme qui souhaiterait se mettre au yoga, ce serait de trouver un prof et un endroit où il se sent bien, avec qui il se sent bien et où il se sent bien. Donc, pourquoi pas d'essayer différentes pratiques avant de choisir quelque chose où s'impliquer un petit peu plus. Et puis, de trouver un endroit où on est écouté, où ça favorise l'écoute. Voilà, ce serait ça mon conseil. Tu vois, parce que je donne un cours dans une asso le mardi soir, et il y a une 30aine de personnes. Donc moi, j'ai jamais eu des groupes aussi grands que ça, avec des niveaux très divers. Et je
je crois que je suis venu. Moi, j'apprends beaucoup de mes élèves, encore maintenant, alors que je forme des profs, j'apprends de mes élèves. Donc, c'est super. Je suis venu avec trop d'attentes et je balançais des consignes. Enfin, voilà, ils n'arrivaient pas à suivre. Et donc, en fait, ça m'a incité à réguler un peu le flot de paroles et d'informations. Et maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Justement parce que je pense que je leur laisse de l'espace. Donc voilà. Donc mon conseil, en bref, c'est de trouver un endroit où on écoute et où on est écouté. Voilà. Merci, ça me parle, ça résonne. Espace, écoute, c'est des notions qui me semblent importantes aujourd'hui. Parce que c'est ça l'enjeu vraiment, je pense. Oui. Dans ce monde-là, je vois sur mon téléphone, j'essaie de moins regarder, mais ce flot de paroles incessants sur tous les sujets et des paroles contradictoires, en fait, on est noyé sous les informations. Donc d'abord, d'apprendre, nous, à écouter, de voir si, tiens, l'autre, il est réceptif aussi. Déjà, c'est pas mal. Et après, la forme de la pratique, c'est le tempérament de chacun. Voilà, c'est une galaxie. Comme dire, je fais de la danse. En fait, ça peut être du tango ou du breakdance, ou des arts martiaux, ça peut être du tai chi ou de la boxe thaï. Donc, en fait, rien à voir, même si ça ressemble un peu. Donc, le yoga, c'est pareil. Donc, de voir. Et puis, il y a des moments, ça peut changer aussi. Il y a des périodes de vie. Mais je pense que l'important, c'est de commencer, en tout cas, par quelque chose, et puis de voir ensuite. C'est un chemin. Merci, Adrien. Merci, Loïc. Pour rappel, donc, tu as sorti un livre qui s'appelle « Le yoga pour les hommes ». Oui. Aux éditions Le Duc. Donc, tu as une école de pilates où tu accompagnes. Ouais, où je forme des profs à Paris qui s'appelle le centre Align. J'ai aussi un podcast. Alors là, il faut que je ressorte les épisodes, mais qui s'appelle La tête aux pieds, sur la relation entre le corps et l'esprit, où je parle un peu de ces sujets, mais c'est un peu plus ouvert, mais c'est toujours un peu la même dynamique. Et puis, je propose des stages régulièrement. Donc là, je vais lancer un peu la com'. Mais cet été, mi-juillet, avant le week-end du 14 juillet, je proposerai une semaine, comme l'année dernière, en Savoie. Donc, c'est une semaine où on va se retrouver entre hommes pour pratiquer un peu ce que j'ai évoqué là, c'est-à-dire du yoga dynamique, du yoga plus restauratif, faire des marches, un peu du parcours, et puis des ateliers comme ça qui mènent vers le combat coopératif. Voilà. Super. La confrontation dans la collaboration. Parfait. Donc, j'ai un site qui s'appelle adrienmater.com et vous pouvez, voilà, on trouvera rapidement les infos. Ça marche. Merci à toi. Merci beaucoup, Loïc, ça m'a fait grand plaisir. Et puis, bravo pour ta démarche, parce que effectivement, je pense que c'est ce type d'initiative, petit à petit, qui peuvent faire avancer les choses et inspirer les hommes et les autres, d'ailleurs. Bien sûr, c'est l'idée. En tout cas, merci, ça me touche. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Une belle journée, une bonne fin de journée. Et puis, au plaisir, à bientôt. À très bientôt. Salut, Adrien. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.